Bien, alors nous allons pouvoir reprendre ce colloque. Je suis très heureux de présenter Sébastien Motta, qui a soutenu sa thèse à l'Université de Nantes sur la question du concept d'identité en particulier. Enfin, ça s'intitulait « Le mélange des genres, élucidation du concept d'identité par l'investigation grammaticale ». Les recherches de Sébastien se situent à la croisée de la philosophie du langage, de la logique et de la métaphysique, et il s'intéresse en particulier à l'ensemble des concepts les plus généraux, comme les concepts d'identité, de catégorie, d'objet, d'existence, etc. Et donc aujourd'hui, il va revenir sur la question de l'identité, et en particulier la question de savoir s'il y a un principe métaphysique d'identité. Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le professeur Claudine Tiercelin ainsi que Jean-Baptiste et Alexandre pour cette invitation. J'ai envie de parler en ces lieux. Alors, comme l'a dit Jean-Baptiste, la question qui va gouverner mon intervention est celle de savoir s'il y a un principe métaphysique d'identité. Dans les discussions métaphysiques, et en particulier dans les discussions métaphysiques contemporaines, il arrive fréquemment que l'on fasse appel à des principes mobilisant la notion d'identité. Il arrive également de temps à autre que ces principes soient l'objet de controverses. Le principe d'identité des indiscernables, donc j'ai noté sur cette diapositive, si deux choses sont indiscernables à tous les égards, alors elles sont identiques, il n'y a en fait qu'une seule chose, en est un bon exemple. Typiquement, la controverse se focalisera alors sur la question de l'existence d'un contre-exemple au principe. En effet, qu'un principe soit compris comme un guide, comme une évidence, comme un point de départ, ou encore comme une vérité généralissime, un principe est censé valoir dans tous les cas. Il y aurait quelque chose de contradictoire à dire « c'est un principe que ceci ou cela, sauf quand ceci ou cela ». Un principe est donc censé ne pas admettre d'exception. De plus, je supposerai, puisqu'il faut bien avoir un adversaire, qu'un principe est métaphysique quand il prétend avoir pour objet le monde ou la réalité prise comme un tout. Peu importe que ce soit les caractéristiques, la structure, les individus, les relations, actuelles ou possibles de la réalité, ce qui importe, c'est qu'un principe est métaphysique s'il prend comme objet le monde ou la réalité prise comme un tout. Ceci étant, j'identifie dans la littérature métaphysique analytique contemporaine une proposition qui se situe à un niveau ultra fondamental des discussions, qui mobilise la notion d'identité et qui semble avoir tout d'un principe métaphysique, c'est-à-dire qui semble jouer le rôle d'un principe métaphysique. Ce principe serait le suivant. Chaque chose de la réalité entretient avec elle-même et avec aucune autre chose qu'elle-même la relation d'identité. Présenté comme une évidence, il est rare qu'il suscite un début de controverse. Je ne souhaite pas non plus pour ma part entamer une controverse sur ce principe si, comme je l'ai dit à l'instant, une controverse sur un principe passe par la découverte d'un contre-exemple au principe putatif. Je ne me lancerai donc pas dans une défense du type « eh bien si ». Il y a au moins une chose dans la réalité qui n'entretient pas cette relation avec elle-même, et voici cette chose. Ce que j'aimerais plutôt faire, c'est examiner un des présupposés du principe en question. Ce présupposé, c'est que l'identité est une relation, et en particulier une relation que j'appellerais objectuelle. Donc précision terminologique pour expliquer ce que veut dire relation objectuelle. Je propose qu'on parle de relation objectuelle quand on a affaire à une relation qui relie entre eux, des objets de notre domaine de discours ou qui relie un objet de notre domaine de discours à lui-même. Cette terminologie, dans le cas de l'identité, se veut neutre face aux difficultés qui sont habituelles et donc ne présume pas, quand on parle de la supposée relation d'identité, qu'on a forcément affaire à une relation entre des objets différents. D'accord ? Alors, pour autant, que l'identité est une relation est loin d'aller de soi, et comme on le sait, cette hypothèse a été historiquement fortement critiquée, au premier chef par Wittgenstein. Ainsi peut-on lire dans le Tractatus en 5.3.01 que l'identité ne soit pas une relation entre objets, c'est évident. Et on pourrait même dire que la philosophie analytique est en réalité inaugurée précisément par l'embarras qu'il y a à considérer que l'identité est une relation. Si bien qu'il y a quelque chose d'étrange à faire comme s'il était évident que l'identité était une relation quand les pères fondateurs de la philosophie analytique se cassaient les dents sur ce problème. Donc, je rappelle qu'un des articles classiques de Frege commence en effet précisément par ces lignes. La notion d'égalité, dans une note, il dit, une note de bas de page, donc j'emploie le mot au sens d'identité, j'interprète A égale B au sens de A est la même chose que B, ou A et B coïncident.
La notion d'égalité, dit-il, donc, propose à la réflexion quelques questions irrémissibles auxquelles il n'est pas aisé de répondre. Est-ce une relation? Donc la question se pose. Est-ce une relation? Une relation entre des objets ou entre des noms ou signes d'objets? On peut sans doute regretter que cette question, pourtant pressante naguère, ne le soit plus autant aujourd'hui. Ainsi est-il répété à l'envi dans les manuels et dans les articles que l'identité est une relation parfaitement inoffensive, que toute chose possède exclusivement avec elle-même. Il est en outre rare que des conceptions alternatives de l'identité soient même mentionnées, tant ce principe supposé est supposément évident. Alors, donc pour éviter les oppositions stériles d'évidence, c'est évident que c'est une relation, ou c'est évident que ce n'est pas une relation, il me semble qu'il existe toutefois une batterie d'arguments qui vise à montrer que l'identité est mieux conçue si elle n'est pas conçue comme une relation. J'aimerais en présenter rapidement un, faute de temps pour pouvoir en présenter plein, mais j'aimerais en présenter un et j'aimerais esquisser ensuite, donc dans un deuxième temps, et pour pallier au manque que j'évoquais à l'instant, une conception alternative de l'identité. Donc l'argument que j'aimerais présenter passe par une loi que Peter Gitsch appelle la loi de Buridan. Cette loi peut être formulée de la manière suivante. La référence d'un nom dans une proposition ne saurait changer en fonction de la valeur de vérité de cette proposition. Si je dis par exemple « Michel est malade », la proposition exprimée par cette phrase peut très bien être vraie ou fausse. Mais qu'elle soit vraie ou fausse ne change rien, ne devrait rien changer au fait qu'elle concerne bien Michel. D'accord ? Il y aurait quelque chose d'étrange ou d'absurde à penser que lorsqu'elle est fausse, elle concerne en fait quelqu'un d'autre que Michel. Par exemple, Jean Ralphio. Comme le dit Gitsch, quelqu'un, donc là je donne les références, comme le dit Gitsch, quelqu'un qui aurait un projet en deux temps, du type, en premier lieu, dire la vérité dans les 3 prochaines phrases qu'il prononcera, et ensuite, après les avoir prononcées, déterminer de qui ou de quoi il parlait dans ses propositions, aurait un projet qui serait en définitive inintelligible ou absurde. Ce serait absurde parce que déterminer la valeur de vérité d'une phrase ne saurait se faire sans que la référence des expressions utilisées soit fixée. Il semble donc admissible de dire, lorsqu'on attribue une propriété à quelque chose, disons à un être humain, que la proposition correspondante concerne l'être humain. Donc ainsi, si je dis « Michel est malade », je dis quelque chose de Michel, qui concerne Michel, qui est à propos de Michel. De la même façon, si j'attribue une relation à un ou plusieurs êtres humains, la proposition correspondante concerne le ou les êtres humains en question. Par exemple, si je dis « Michel est plus intelligent », donc là, ou plus grand que Joseph, je dis quelque chose de Michel, qu'il est plus grand, plus intelligent que Joseph. Je dis quelque chose de Joseph, que Michel est plus intelligent que lui. Et je dis quelque chose de Michel et Joseph pris ensemble, que le premier est plus grand que le second. Donc qu'importe la façon de découper ou d'analyser la proposition, je dis quelque chose qui les concerne. Maintenant, quel est le rapport de tout ça avec l'identité? Le rapport est le suivant. Prenons le cas d'un énoncé d'identité de type Balthazar est la même personne que Michel. Donc Balthazar égale Michel, comme on écrit dans les manuels. Il faut noter au passage une chose qui est importante, c'est que quand les philosophes utilisent l'expression énoncé d'identité, elle n'est pas utilisée comme on l'entendrait ordinairement. C'est-à-dire que, ordinairement, on dirait un énoncé d'identité, c'est une réponse à la question « Qui êtes-vous » ? Je suis Sébastien Motta, ça serait un énoncé d'identité. Mais non, paradigmatiquement, dans la littérature philosophique, un énoncé d'identité est un énoncé dans lequel on trouve de part et d'autre du soi-disant et d'identité des noms propres. Alors, si l'identité est une relation objectuelle, une telle relation sera alors en jeu dans un énoncé d'identité. Mais observons la chose suivante. Si un tel énoncé est vrai, donc s'il est vrai que Michel est Balthazar, il ne concernera qu'une seule personne. Ce sera un énoncé disant quelque chose à propos d'une seule personne, de Balthazar alias Michel. Autrement dit, la référence des noms propres, Michel et Balthazar, sera la même. Cet énoncé dira de l'objet Michel qu'il est dans la relation d'identité à ce même objet, l'objet Michel, aussi connu sous le nom de Balthazar. En revanche, si l'énoncé est faux, l'énoncé concernera 2 personnes. Ce sera un énoncé disant quelque chose de faux à propos de 2 personnes, de Balthazar d'une part et de Michel d'autre part. Cet énoncé dira de l'objet Michel qu'il est dans une relation d'identité à cet autre objet, l'objet Balthazar. Et cette relation ne tiendra pas. Autrement dit, un énoncé d'identité, si on suppose qu'il s'agit d'un énoncé disant quelque chose à propos de quelqu'un, viole la loi de Buridan.
Donc cette première bizarrerie devrait nous indiquer qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas dans le présupposé de départ, présupposé voulant qu'un énoncé d'identité revient à dire quelque chose de quelqu'un. Alors là, je donne une référence, puisque Kai Meyer fait brièvement allusion à un argument qui est assez proche de celui que je viens de donner, mais qui n'utilise pas la loi de Buridan dans l'article que j'ai noté au tableau. Alors, cet argument, autrement dit, semble remettre en cause l'idée qu'un énoncé d'identité mettrait en jeu une relation objectuelle. L'argument fonctionne bien entendu comme une réduction à l'absurde. C'est en supposant que l'identité est une relation que nous arrivons à la conclusion qu'elle violerait, utilisée dans des énoncés, la loi de Buridan. Et puisqu'il est inacceptable qu'une relation, c'est-à-dire un énoncé dans lequel figure une relation objectuelle, puisse violer la loi de Buridan, on en conclut que l'identité n'est pas une relation. Et alors évidemment, comme souvent en philosophie, rien n'empêche ici que la dispute devienne verbale et que l'opposant nous dise que l'identité est spéciale et que c'est la seule qui viole la loi de Buridan. Alors, donc, évidemment, cette réponse pourrait être caractérisée par la personne qui a proposé le premier argument comme ad hoc et inviterait certainement à fournir d'autres arguments contre le caractère supposément relationnel de l'identité. Donc, puisque je n'ai pas le temps de présenter tous les arguments, et je ne sais même pas si je les connais tous, mais en tout cas, j'en connais certains, contre le caractère relationnel de l'identité, j'aimerais en fait dans un deuxième mouvement montrer qu'au moins une conception alternative existe. Alors, vu par le prisme du principe métaphysique présumé, il est tentant de voir dans l'identité une sorte de relation substantielle ou supersubstantielle. Ce serait la relation d'une certaine façon qui donnerait du corps, qui protégerait, qui empêcherait ceux qui la possèdent de dépérir. J'aimerais proposer désormais donc une comparaison qui aura pour but d'indiquer une autre direction possible, avec l'objectif modeste de montrer qu'il existe d'autres options. Comme je le disais tout à l'heure, ces options sont rarement mentionnées. Donc, il est temps d'en mentionner certaines. Penser que l'identité est une relation entre objets, ce serait, voilà ma comparaison, ce serait comme penser que le plus et le moins sont des relations entre objets. Donc ici et par la suite, j'utiliserai les termes le plus et le moins comme des termes abstraits, dont les termes concrets seraient les adjectifs plus et moins, ou des constructions comme plus que, moins que. De la même façon que l'identité est un terme abstrait à partir de termes concrets du type même ou identique. Donc si je définis en effet le plus comme une relation objectuelle, en estimant que nous avons affaire, quand nous avons affaire au terme concret du plus, à un prédicat à deux places, qui serait tatata et plus que tatata, alors tout le monde criera au scandale, et il n'y a en effet pas de sens, dira-t-on, à dire Héloïse est plus que Mélanie, ou mon stylo est plus que ton stylo. Ici, on comprend facilement que sans précision, ces propos sont en fait aberrants, mal construits, égarés. Plus quoi, demanderons-nous impatiemment? Plus jeune, plus intelligente, plus appropriée, etc. Si hors de tout contexte, on cherche à dire quelque chose en disant « mon stylo est plus que ton stylo », il y aurait là le signe d'une confusion. La confusion vient précisément de ce que le plus n'est pas une relation. On pourrait dire que c'est une opération qui transforme un prédicat monadique exprimant une propriété qui se prête à des mesures, ou à une hiérarchie ou à un ordre, en un prédicat dyadique, c'est-à-dire en une relation qui aura ultimement pour but, ou pour fin, pour fonction, de comparer les deux termes de la relation. Mais évidemment, le point important là, de ce propos, c'est qu'il ne faut pas confondre l'opération avec la relation sur laquelle on arrive après l'opération. D'accord ? Donc il ne faut pas confondre la relation sur laquelle on arrive après l'opération, qui est bien une relation de comparaison, avec l'opération qui nous permet d'arriver sur la relation de comparaison. Comment faut-il alors concevoir la construction d'un propos dans lequel entre en jeu la supériorité? Le plus. Nous pouvons partir par exemple d'un prédicat, être intelligent. L'opération plus va transformer ce prédicat monadique en un prédicat dyadique, et plus intelligent que. Ce qui nous permettra de proposer ensuite les comparaisons suivantes. Michel est plus intelligent que Romain. Gaël est plus intelligent que José, etc. Cette façon de concevoir la
supériorité, le plus, vaut également pour l'infériorité. D'accord? Mutatis mutandis, on peut construire de la même façon des propos du type Michel est moins intelligent que Romain, en suivant le même patron. Donc évidemment, je ne dis pas que tout va pour le mieux avec de tels propos. Je signale simplement que le présupposé d'un tel propos, et c'est trivial, le présupposé d'un tel propos, c'est que le prédicat être intelligent fait partie de ces prédicats qui se prêtent au jeu de la mesure ou de l'ordre. On peut évidemment discuter, on peut remettre en cause, et on peut même rejeter, je pense que ce serait sans doute bon de le faire avec un tel exemple, un tel présupposé. D'accord? Mais en tout cas, c'est le présupposé d'un tel propos, quoi. Alors, on comprend facilement qu'il est possible de concevoir l'égalité comme une opération similaire, pas une relation, au mieux comme la définition de l'opération, ni plus ni moins. Cette comparaison permet en outre d'exprimer un malaise, celui qui consiste fréquemment à passer furtivement de la notion d'identité à celle d'égalité et inversement. Ce passage est particulièrement malvenu. Il y a quelque chose d'égarant à construire le paradigme d'un énoncé faisant jouer la notion d'identité sur le modèle d'une égalité, c'est-à-dire en utilisant le signe paradigmatique pour l'égalité, à savoir égal, dans la construction d'un énoncé d'identité. Donc les exemples scolaires du type Hespérus égale Phosphorus ou George Orwell égale Eric Blair ont donc quelque chose de mystifiant. Le plus ou le moins, comme nous l'avons vu, ne sont tout d'abord pas des relations entre objets, des relations objectuelles. Hespérus est plus que Phosphorus ou Eric Blair est moins que George Orwell ne veulent rien dire. C'est pas que de tels propos putatifs sont faux, c'est qu'ils n'ont aucun sens isolément. Ils sont inachevés en tant que propos. On demandera en effet aussitôt, oui, plus quoi? Ou moins quoi? Ce serait à ce titre comme dire George Orwell est ni. D'accord? On demandera en effet aussitôt, oui, non, mais ni quoi, ni quoi. En contraste, Hespérus est plus massif que Phosphorus, Eric Blair est moins intelligent que George Orwell, sont intelligibles, même s'ils sont par ailleurs faux. Alors, remarquons que si l'égalité se comprend comme ni plus ni moins, on peut alors comprendre un jugement d'égalité de la façon suivante. Donc, je vous propose une recette pour l'égalité. Nous partons d'un prédicat qui exprime une propriété qui se prête aux mesures ou dont on estime qu'elle se prête aux mesures. Par exemple, est intelligent. Nous construisons grâce à l'opération plus et moins les prédicats à deux places d'arguments. Tatata est plus intelligent que gna gna gna. Tatata est plus intelligent que... Pourquoi je vais répéter ah non, moins, d'accord, ok. 3. Nous remplissons les places d'arguments de ces deux prédicats par un couple tiré de notre domaine de quantification. A est plus intelligent que B et A est moins intelligent que B. Et 4. Nous nions chacun de ces prédicats et nous en donnons la conjonction. A n'est pas plus intelligent que B et A n'est pas moins intelligent que B. Autrement dit, et en nous permettant donc un solécisme, A est égal intelligent que B. Alors par la suite, j'exprimerai une relation de comparaison obtenue par l'opération d'égalité de la façon suivante. Donc tatata et F égale à tatata. Avec la restriction évoquée plus tôt concernant les termes qui peuvent prendre la place de F, c'est-à-dire les termes qui expriment une propriété qui se prête aux mesures ou aux ordres. Donc évidemment, plutôt que notre solécisme A est égal intelligent que B, on aurait pu bien dire A est aussi intelligent que B, ce qui est grammaticalement correct. Alors, l'égalité semble donc bien être une opération qui donne elle aussi lieu à des relations de comparaison. Notons toutefois que ces opérations sont soumises à des règles constitutives du sens de ces opérations, exprimées de manière générale, par exemple, par quel que soit le prédicat monadique F, avec le modulo que j'ai mis à l'instant, utilisé, et quels que soient les objets de notre domaine x, y considérés, si x est plus f que y, alors y est moins f que x. Autre exemple, quel que soit le prédicat monadique f utilisé, quels que soient les objets x, y, z, si x est plus f que y et y est plus f que z, alors x est plus f que z. Ce sont ces règles que nous sommes tentés de considérer comme des propriétés des relations être plus, être moins ou être égal. Pour ce qui nous intéresse, nous avons les règles suivantes constitutives du sens de égal, qui risquent d'être confondues avec les caractéristiques familières de la supposée relation d'identité. Donc, quel que soit, donc avec une petite étoile pour le modulo que j'ai donné à l'instant, quel que soit le prédicat monadique f utilisé, quels que soient les objets x, y, z, nous aurons x et f égale à x. C'est-à-dire x n'est pas plus f que x et x n'est pas moins f que x.
Donc cette règle de l'égalité ressemble fortement à ce qu'on cherche à reconnaître comme la réflexivité de l'identité. En tout cas, il y a un parallèle. Donc idem pour la symétrie de l'identité, qui est donc la règle notée en 2. Si x est f égale à y, alors y est f égale à x, avec l'équivalent ni plus ni moins entre parenthèses. Et de la même façon, la troisième règle constitue ce qu'on cherche à reconnaître comme la transitivité de l'identité, et qui peut justifier pourquoi on est tenté d'assimiler l'égalité à l'identité. Si x est f égale à y et que y est f égale à z, alors x est f égale à z. Alors, évidemment, grâce aux équivalences données entre parenthèses, on remarque que ces règles peuvent simplement découler des règles constitutives du sens des opérations plus et moins. Ce qui veut dire qu'elles font système et qu'en rejeter une équivaut à rejeter tout le système. Tout ça n'est pas étonnant et revient simplement à dire que l'opération égale construit des relations de comparaison qui sont forcément, par une nécessité grammaticale, des relations d'équivalence. Autre point de comparaison qui me semble important serait le point suivant. Si je dis Michel est plus intelligent que Romain, il y aurait quelque chose de saugrenu de penser qu'on peut décomposer un tel propos de la façon suivante. Michel est intelligent, et Romain est intelligent, et Michel est plus que Romain. D'accord ? Et encore une fois, donc là, il ne faut pas confondre cette décomposition avec cette deuxième décomposition. Michel est intelligent, Romain est intelligent, et Michel l'est plus que Romain, qui, elle, serait parfaitement acceptable. Et la différence donc entre ces deux décompositions, elle est cruciale, puisque l'une reconnaît le plus comme une relation objectuelle, tandis que l'autre ne le fait pas. Alors, la tentative de décomposition, la première tentative de décomposition repose sur l'espoir que le plus exprimerait une relation absolue, c'est-à-dire que être plus que exprimerait une relation entre les objets de notre domaine de discours. Alors, de la même façon, si je dis, en gardant donc, le solécisme de tout à l'heure, si je dis Michel est égal intelligent que Romain, il y aurait quelque chose d'absurde à vouloir décomposer le propos de la façon suivante en disant Michel est intelligent, Romain est intelligent et Michel égale Romain. Les opérations plus, moins, égales ne sont pas, encore une fois, des relations entre objets. Donc, d'un point de vue psychologique, peut-être est-il tentant de penser que être plus serait une sorte de relation de comparaison par excellence, la mère de toutes les comparaisons. Un peu comme l'identité serait la relation objectuelle par excellence, la mère de toutes les relations. Pourrais-je toutefois dire, de manière cohérente et en guise de comparaison ultime, mon stylo est plus que ton stylo, avec l'idée que sa supériorité serait en quelque sorte absolue. Mon stylo serait supérieur à tous les égards au tien. C'est évidemment tout à fait douteux, parce que si on ne restreint pas les égards en question, il est difficile de voir comment échapper à tout un tas de contradictions. Dans cette optique, on dirait mon stylo est plus que ton stylo, donc il s'ensuit qu'il est plus onéreux, mais il est également plus économique. Il est plus beau, mais il est plus moche, etc. Donc peu importe, comme je disais tout à l'heure, peu importe s'il est inapproprié que certains de ces prédicats ne se prêtent pas à la mesure, ça serait un présupposé en fait, de ce genre de propos que ce soit le cas. Donc cette idée serait évidemment enfantine, cette idée d'une relation de comparaison absolue, elle est absurde, elle est le fruit d'une confusion, et les fruits d'une confusion ne sauraient être assimilables. Cet autre point de comparaison joue également en faveur de l'abandon de l'idée que plus jouerait le rôle d'une relation objectuelle. Et les errements et les malentendus, qui sont pourtant assez clairs dans un tel cas de figure, je pense que vous êtes d'accord, se retrouvent de manière moins claire dans des considérations sur la notion d'identité. Donc, je rappelle que le chemin que je suis en train de cheminer là, je fais une comparaison pour montrer qu'il existe une conception alternative de l'identité. Là, je viens de dire, l'identité n'est pas l'égalité. L'égalité est une opération. Et je suggérerais que l'identité est également une opération, et n'est pas une relation. Et la différence entre l'égalité et l'identité pourrait se formuler de la manière suivante. L'égalité nous fait passer d'un prédicat à une place d'argument à un prédicat à deux places d'argument, tandis que l'identité nous fait passer d'un prédicat à deux places d'argument à un prédicat à une place d'argument. En réalité, ça c'est un cas particulier. Dans le détail, je vais revenir dessus. Il y a une petite nuance. Alors, si je récapitule. Donc, je viens de donner à votre examen une comparaison, et pour en faire la défense, j'aimerais noter qu'elle possède 3 avantages. Premier avantage, cette comparaison nous familiarise avec l'idée d'une opération
qui prend comme argument un prédicat et qui donne comme valeur un prédicat. Donc ici, dans la comparaison que j'ai donnée, on a affaire à des opérations, plus que, moins que et égal à, qui transforment un prédicat monadique en un prédicat au moins dyadique. Donc je dis au moins dyadique parce qu'en fait, rien n'empêche de considérer que l'opérateur transforme un prédicat monadique en un prédicat dont l'arité, c'est-à-dire le nombre de places d'arguments, est supérieur à 2. Par exemple, on pourrait très bien dire qu'en partant du prédicat est intelligent, on arrive sur la relation est plus intelligent que, donc avec 2 places, mais aussi avec 3 places, et plus intelligent que tatata et tatata. Donc Michel est plus intelligent que Romain et Sandrine. Donc, à strictement parler, pour revenir sur la différence entre égalité et identité, il faudrait dire que l'opération d'identité transforme un prédicat d'arité n avec n supérieur à 1 en un prédicat d'arité m avec n supérieur à m, tandis que l'opération d'égalité transforme un prédicat et une place d'argument en un prédicat d'arité m avec m supérieur ou égal à 2. Donc, voilà pour le premier avantage de cette comparaison. Deuxième avantage, c'est que cette comparaison permet de bien distinguer, ce qui n'est pas tout le temps fait, la notion d'égalité de la notion d'identité. Les deux relèvent bien d'une opération d'ordre supérieur, qui prend comme argument un prédicat et qui donne comme valeur un prédicat. Ni l'une ni l'autre ne sont des relations objectuelles, mais il ne s'agit toutefois pas des mêmes opérations. Donc dans le point précédent, j'ai donné le détail de cette différence, et cette différence est une raison suffisante pour ne pas penser ou soutenir que l'égalité ou l'identité sont des opérations interchangeables. Et troisième avantage, cette comparaison nous familiarise avec une idée qui est importante, l'idée d'une dépendance d'une opération à un type de prédicat. Les opérations plus, moins et égal dépendent intrinsèquement d'un prédicat pour s'exécuter. Sans un prédicat monadique d'un certain type, exprimant des propriétés pouvant donner lieu à des mesures ou des ordres, l'opération plus reste lettre morte. Donc, une dépendance à un certain type de prédicat, alors il faudrait préciser lesquels, me semble-t-il, est également à l'œuvre dans le cas de l'identité. Donc, ce troisième avantage est important. Dans le cas de l'identité, c'est ce qu'on va appeler le cas de la dépendance sortale. Alors, ces remarques programmatiques ne sont évidemment pas en tant que telles décisives, mais, et c'était l'objet de mon propos, elles ont au moins l'avantage de signaler ou d'attirer l'attention sur une ligne de divergence qui est rarement remarquée dans les discussions. Par ailleurs, je pense que cette divergence, si elle est prise au sérieux, trace une voie pour une critique radicale de la métaphysique. Et si je reviens maintenant donc à la question initiale, j'ai essayé de suggérer, en considérant le meilleur candidat à un principe métaphysique, donc meilleur en cela qui n'est aujourd'hui, pour ainsi dire, jamais questionné, d'accord ? Vraiment, dans les manuels ou dans les articles, c'est une évidence que l'identité est la relation que chaque chose entretient avec seulement elle-même. Et bien, il pourrait se faire que la réponse est négative. Voilà ce que j'ai essayé de suggérer. Il pourrait se faire qu'il n'y ait rien qui soit un principe métaphysique d'identité. Et évidemment, donc, plus généralement, si la critique radicale que j'évoquais à l'instant est menée jusqu'à son terme, et donc tout à l'heure, Claudine Tiercelin évoquait des antécédents de type Carnap qui ont essayé de faire ça. La conséquence est alors que l'idée même d'un principe métaphysique est dénuée de sens. Voilà, je vous remercie.